Bonjour, excellent réveil à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Ravi de vous retrouver ce matin. Et puis je vous souhaite une excellente matinée en notre compagnie tout d'abord et puis en compagnie des autres éléments de Canal Algérie, pourquoi pas. Alors merci pour votre attention. Ce matin, coup d'envoi pour les épreuves de baccalauréat. Les candidats se présentent aujourd'hui pour ces épreuves tant attendues. Et bien sûr, l'accompagnement des parents, c'est précieux, mais il y a d'autres formes d'accompagnement. Nous aurons l'occasion justement aujourd'hui de recevoir une coach en développement personnel pour nous donner quelques conseils, quelques directives dans ce sens. Il s'agit de Madame Gaïd Rzala. Et puis nous parlerons aussi du rôle de l'enseignant dans cette préparation. C'est vrai qu'on parle souvent de l'accompagnement des plus petits, des jeunes candidats au baccalauréat, aux examens, mais on ne parle pas des professeurs et de la manière avec laquelle ils appréhendent cette année tout d'abord, mais également les épreuves elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la secrétaire générale de l'Association des professeurs de français d'Algérie. Et puis également, elle sera accompagnée d'une enseignante d'anglais. Donc, toutes deux sont membres de cette association qui accompagne, elle, l'encadrement, c'est-à-dire les enseignants dans leur façon de dispenser justement les éléments du cursus et les programmes consentis par le ministère de l'Éducation. Alors aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos amies, celles qui sont justement, pour les plus fidèles, ils savent, celles qui viennent vous rendre visite tous les dimanches. Il s'agit de Nabila Abada, qui, elle, reçoit un investisseur et pas des moindres. Ses projets font rêver du côté de Ain Temouchant. Il s'agit de M. Larbi Ben Chaben, un opérateur touristique qui va partager son expérience avec nous, notamment la création d'un spa et d'une thalassothérapie dans la région. Aussi, Mariam Oussaïd, elle, va nous parler un petit peu de ce mois de juin transitoire entre justement la saison d'été et la saison du printemps. Et puis, nous terminerons avec une note culturelle, une note musicale, je dirais aussi. Nous recevons aujourd'hui un originaire du Danemark qui vit en Algérie actuellement dans le cadre professionnel. Il s'est déplacé dans notre pays, mais il a une passion, il est pianiste, il est aussi leader d'un groupe musical dont on parlera tout à l'heure avec notre invité qui n'est autre de Monsieur Randorf. Voilà un petit peu les détails de la composante du programme de ce matin. J'espère que vous apprécierez. Tout de suite, je suis sûre que vous apprécierez les propos de Amel Laribi pour ce point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour. Bonjour Aladia. Ça va, Amel? Ça va. Bien. Ça va, on va dire ça va. Ouais. Très bien. Si j'avais des émoticônes, vous auriez mis un sourire ou voilà, une petite Ah non, l'autre, c'est l'autre. Une petite Moi, c'est grimace. l'autre. Oui, une petite grimace. D'accord, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil. Soleil et l'humidité aussi. J'avais été Très, très humide. Bon, pour l'humidité, je suis d'accord avec vous. N'est-ce En pas? revanche, pour le soleil, pas du tout. Ah bon, d'accord. Bienvenue au soleil sur les cartes de Amel Haribi. Et donc, s'il vous plaît, les détails. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale près des côtes ouest. Puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Vers l'intérieur et le plateau ouest, eh bien on aura quelques cellules orageuses. Ailleurs, le temps restera bien dégagé. Également, des foyers orageux vers le Bécharois qui peuvent engendrer quelques pluies durant l'après-midi. L'extrême sud, le Guertasili ainsi que le Sahara central, on aura un ciel partiellement voilé, avec toujours des orages qui peuvent donner quelques pluies par endroits. Ailleurs, le temps restera bien dégagé vers le Nord Sahara, les oasis, avec toutefois des sements de sable cette fois-ci vers le Sahara oriental et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 42 degrés du côté de Relizane, 36 Tizi Ouzou, 31 degrés Alger, Al-Beyod, 34 à Oran, 29 du côté 31 à 34 à Oran, 29 à Annaba, 33 degrés Constantine, 35 à Batna, au sud 38 degrés vers Biskra, Gerdaya, 36 Béchar, 35 du côté de Tamanrasset, 39 du côté de Janet, 42 Ilizi, 45 Adrar Insalah et enfin le maximum cette fois-ci à Tindouf avec 46 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes centres, plutôt calme sur les côtes est, mais peu agitée sur les côtes ouest. Les vents souffleront entre 10 et 20
20 km/h sur les côtes ouest et est et 10 à 50 km/h sur le côte centre et les vents seront de secteur est. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord. On aura des pluies accompagnées parfois d'orages du côté de New York, des pluies également à Vancouver, Montréal, partiellement voilé, Washington, Miami, également en Californie. Le temps restera dégagé vers Dallas. Côté température, eh bien, on relèvera 18 degrés à Vancouver, 23 à Montréal et New York, 17 le minimum à Washington, 27 en Californie, 31 degrés à Miami et le maximum cette fois-ci à Dallas avec 40 degrés, oui. Eh bien, on termine ce bulletin, on se retrouvera tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. On a gloussé en coulisses. On a ri. Mais bon, ça arrive. Hein. Ouais, je suis enrobée. Moi, ça m'arrive beaucoup plus souvent que vous. Hein. Ah oui. D'accord. Que la langue ne se délie pas assez vite. Ouais. On a ce défaut, hein, on peut pas. Hein. Non, mais ce n'est rien. C'est mignon même. Oui. C'est mignon. Merci beaucoup, Amel. Je vous C'est souhaite moi. une excellente journée. Excellente journée. Et on se également. quitte en musique comme Comme d'accoutumé, d'habitude. donc avec un groupe, le groupe Nesma. Ah oui. Plutôt Nesba, c'est Nesba. Groupe Nesba, donc il interprète tout de suite Lalla Aïda, on découvre ensemble parce qu'on ne connaît pas. Hein. Moi non plus. Allez, vous aussi, si vous ne connaissez pas tout de suite le groupe Nesba. Voilà, tout de suite, nous allons mettre, mesdames et messieurs, le cap sur Ain Mouchent, une région sur le littoral algérien qui séduit les estivants qui se préparent d'ores et déjà à réserver leur place dans les différentes infrastructures touristiques. Aujourd'hui, on va mettre un gros plan sur l'une d'elles, mais avant, on va recevoir bien sûr la charmante Nabila Abada qui est avec moi ce matin. Bonjour. Amis du jour, bonjour, ça va? Ça va très bien.
alhamdoulilah. L'été. Quand je pense été, quand je pense soleil, quand je pense villégiature, tout ça, ça me fait du bien. C'est très déjà bien. rien que d'y penser. Ça fait du bien au moral. Et parmi ceux qui nous font justement ce bonheur de pouvoir profiter de nos vacances, on reçoit aujourd'hui quand même un invité de marque, Naïd Bouchen. Bienvenue à vous, Monsieur Benchaben. Merci, madame. Voilà, on est ravis de vous recevoir et de parler de cette région qui est très belle. D'abord, voilà, est-ce que cette région vous a séduit il y a quelques années et vous avez choisi d'y investir? J'ai choisi Temoussant par rapport à sa spécificité. C'est une belle région. Au départ, moi, je suis venu accidentellement dans ce secteur. Moi, je suis un bâtisseur. Ça fait 44 ans que je contribue au développement de mon pays. Quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait nos voisins, j'étais jaloux de mon pays. Je me suis dit pourquoi, à l'époque j'avais 32 ans, j'étais jeune, avec toute une dynamique. Je me suis dit pourquoi je ne peux pas faire ça chez moi, dans mon pays. C'est bien d'y avoir pensé. C'est l'idée qui a germé en 1988. Elle a son ami dans 12 ans pour démarrer le projet. Actuellement, je suis ému parce qu'il y a 17 ans, je suis passé par ce plateau. Je racontais mes déboires. C'était un rêve à l'époque. Aujourd'hui, j'ai lancé la première tranche, le premier projet avec toutes les difficultés à l'époque. Aujourd'hui, je me retrouve sur le même plateau pour représenter une structure qui fait la fierté de l'Algérie. Vous l'avez vu, Nabila? C'est formidable. C'est imposant sur une belle plage. C'est imposant. Alors, c'est un bateau. Oui. C'est ça. Exact. Qui a été construit. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au Titanic. C'est pas que j'ai connu le Titanic, mais voilà, c'est la magie du cinéma. Mais la structure, vraiment, c'est celle d'un... La structure, elle est imposante, elle est formidable. Et vous voulez me dire que ça vous a pas... en si peu de temps, en 4 ans. Non, moins que ça, beaucoup moins. En 14 mois, on a terminé la structure en construction avec la main-d'œuvre 100% algérienne. Ah oui, il y a 5 ans. Il y a 5 ans qu'on avait démarré le projet, mais avec le Covid, avec tout ce qui s'est j'imagine, il y a eu... un peu ralenti dans le truc, mais... Un peu ralenti en 14 mois, Kimmelt? Non, en 14 mois, on a terminé la structure, mais pour achever les travaux, donc on avait après, il y avait l'inflation, il y avait les produits. Il faut dire qu'il y avait une mise en pause due à la pandémie. Vraiment, le tourisme était quand même presque... Mais on n'a pas été accompagné dans le temps, mais alhamdoulilah, on nous a accompagnés quand on a démontré ce qu'on voulait faire, ce qu'on a réalisé. Je remercie ma banque qui nous a accompagnés et je remercie la Finalep qui est partenaire avec nous parce que c'est un projet public-privé. Très bien. Il y a la Finalep, c'est un fonds d'investissement qui quand mes enfants ont ouvert, d'abord c'est un projet de mes enfants, quand ils ont ouvert leur capital avec la Finalep, qui est actionnaire à 40% sur le capital, on nous a ramené un crédit bancaire et on a fait ce que vous voyez, vous allez voir. C'est super. Et justement, alors moi je parle d'un bateau, du Titanic, vous l'avez nommé comment, le complexe touristique? Oui. Alors moi, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse au-delà de tout. Il y a une histoire humaine. Voilà, exactement. Parce que derrière une passion, derrière un encouragement, derrière une force, il y a une histoire. Tout à fait. Et cette histoire... Cette histoire, ça remonte en 2006. J'ai perdu mon fils aîné par rapport à ce projet à l'âge de 33 ans. Oui, Allah yarhamou. Tout ce que je suis en train de faire, je le fais à sa mémoire. Et il ne peut qu'être fier de vous. Voilà, du coup, moi j'imagine dans vos moments de doute, dans vos moments de découragement, vous savez, quand on sait qu'il y a les personnes qu'on a perdues sont là, ça ne peut que nous donner la force. Et justement, vous en êtes arrivé, regardez, alhamdoulilah. Donc c'est formidable. Donc c'est une histoire touchante, mais donc on va revenir à la structure maintenant. Il y a une capacité de combien C'est une capacité d'accueil de 600 lits modulable à 800 lits. De par mon expérience, comme on a la première structure, donc au nombre de personnes physiques, notre clientèle, quand ils venaient, ils nous demandaient combien on peut être dedans et à quel prix. D'accord. Ils ne cherchent ni les meubles de luxe, ni les draps en soie, ni les trucs. Ils cherchent combien ils vont être dedans et à quel prix. Donc, quand on a eu la possibilité de lancer ce deuxième projet, donc on a pensé à la famille algérienne. On voit déjà l'intérieur des chambres. Oui. On a pensé à la famille algérienne. On a des très grands appartements très spacieux et à un prix très, très attractif.
Super. bien. Donc voilà, C'est un prix génial. qui convient au porte-monnaie de la famille algérienne. Et donc voilà, avec les commodités aux normes et internationales quand même. Donc Oui. vous êtes aligné à ce qui se fait vraiment dans les On pays voit, voisins on et voit à ailleurs. travers, Voilà. ouais. Et donc vous dites une capacité de 800, donc c'est un paquebot, t'as ça. Eh ben, ouais, exact. Et on peut dire que, bon, il y a des gens qui l'appellent Sauf que les Titanic. cabines sont vraiment, regardez, hein, Bon, il y a très des- ensoleillées et spacieuses. Il y a les gens qui l'appellent Titanic. Moi, je lui dis Titanic Ghraq. Moi, je Oui, l'appelle non, non. Tita Ben. Moi, je l'appelle Chaban, je l'appelle Ah Tita ouais, Ben. très bien, Tita Ben, c'est très bien, c'est très bien. Ben, c'est génial. Donc il y a l'hôtel en Bien. lui-même et qu'est-ce qu'il y a autour? Bon, nous, il n'y a pas que l'hôtel, il n'y a pas que l'hébergement. D'accord. Nous, on est sur un projet structurant. C'est un village touristique en quelque sorte. Super. Bon, quand vous venez chez nous, vous n'avez plus besoin de sortir pour faire vos achats, vous faire vos commissions. On a une grande supérette, si ce n'est pas un supermarché. Vous allez trouver tout ce dont le client a besoin et au même prix que la ville. Très Donc, bien. vous n'allez pas dire que je On vais n'a aller pas en besoin ville. de sortir Voilà. trop loin. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Quand vous rentrez chez nous, vous garez votre véhicule, vous sortez pour y aller se promener, pour découvrir l'environnement. Et donc s'il y a des magasins et des Il y a- supermarchés, donc il y a aussi, donc vous proposez aussi des appart-hôtels. Un appart-hôtel, Voilà. on a d'appart-hôtel on a des appartements qui sont conçus à recevoir 6 personnes, modulables jusqu'à 12 personnes. Voilà. On a c'est deux ça. grands salons. On Donc, voit déjà la vue qui est imprenable. Non. Elle est incroyable. Oui, c'est pratiquement pied dans l'eau, Oui, hein, ce complexe touristique. Un complexe touristique qui offre aussi l'avantage d'avoir vraiment comment dire, comme structure aussi un spa et une on va thalassothérapie. revenir, quand on termine avec le tourisme domestique, on va revenir sur le tourisme sanitaire. Ah, restons alors sur le... Oui, on reste d'abord Voilà. sur le tourisme. Bon, sur le tourisme domestique, moi je suis partisan des gens qui veulent retenir chez eux. C'est des millions d'Algériens qui transitent à sortir. Je l'ai dit plusieurs fois. Est-ce que nos pays voisins ont des plages aussi belles que les nôtres? Non. Ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils ont des paysages aussi beaux que les nôtres? Ils n'en ont pas. Est-ce qu'ils ont un beau désert? Mais malheureusement, surtout le désert. on avait une culture touristique qu'on avait perdue. C'est dommage quand je vois nos voisins ont étudié chez nous dans le tourisme et maintenant il y a l'adage qui dit l'élève va dépasser le maître. C'est vrai. On espère Mais bien sûr, reprendre notre il faut. place dans un proche avenir. Nous avons très été bien. freinés par une décennie un Oui, peu meurtrière exactement. Oui, qui a été très Non difficile et seulement, qui a même pénalisé un bien petit avant peu, la oui. décennie, madame, il y a le malheur du pétrole qui a fait le malheur du tourisme. Donc, c'est ça. à un moment donné, on s'est beaucoup plus penché sur les hydrocarbures, on a oublié le tourisme. C'est ça. Mais quand vous parlez, vous dites que normalement il y a de l'espoir, mais je pense aussi, vous avez votre fille qui est dans le domaine aussi. Moi, j'ai 5 filles. Et je Bah, suis sûre que c'est Libelle. elle qui est derrière la création du spa Allah, et du tourisme, Libelle. du volet tourisme J'ai sanitaire, 5 non? filles, elles ont toutes fait des études. Je reviens. J'ai Allez-y. 5 filles, elles ont toutes fait des études, des hautes études supérieures par Bravo. rapport à ce projet. Bravo. Une, elle a fait le droit. Une, elle a fait les langues étrangères. Une, elle est médecin spécialiste en rééducation physique et de réadaptation. Très bien. Une, elle a fait sciences commerciales, option marketing. Là, je lui ai ouvert une agence de voyage. Une, elle a fait styliste modéliste. C'est génial. Et mes petites filles, une, elle est à l'oration en ce moment. Dans une semaine, elle va présenter son mémoire sur l'École nationale supérieure du tourisme. La fille de mon fils, de mon défunt fils, Allah yarhamah. Allah yarhamah. Il y a deux autres filles, mes petites filles sont dans l'informatique, ils ont fait l'informatique, donc tous les postes clés sont gérés Les par postes clés sont déjà garantis Voilà. pour elle et c'est excellent. Bravo Donc, fille, hein. Et comme ça, et vous êtes un papa très gâté aussi. Hein. Oui, écoutez, moi, ma réussite, c'est l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est bien, donc maintenant, mais chez la génération Limbe, c'est d'après, C'est la hein, ça a génération. sauté. À un moment donné, j'avais peur pour la relève. Oui, Oui. bah oui. J'avais 2 enfants. Un est décédé par rapport à ce projet. L'autre, il est réparé mécaniquement comme on répare une voiture par rapport aux accidents qu'il a reçus par rapport à ce projet. Oui, J'avais j'imagine. peur.
Et alhamdoulilah, maintenant, quand j'ai mis tout à son nom, il est revenu, il travaille 24 sur 24. Donc j'imagine alors tout cet investissement matériel et moral, voilà, ça a donné ses fruits, Inch'Allah. Je touche du bois, on n'a pas du bois à toucher. Inch'Allah. Je disais tout à l'heure qu'on est pieds dans l'eau, dans cette belle structure, ce très beau complexe qui est face à la plage de Terga. Alors justement, vous profitez de l'eau de mer dans votre établissement pour la thalassothérapie. C'est pas seulement la thalassothérapie, mais un centre de l'éducation physique et de réadaptation. Comme j'ai une fille, médecin, la fille médecin, depuis son jeune âge, elle a rêvé de faire la chirurgie cardiovasculaire. C'est une excellente étudiante, élève depuis son petit jeune âge. Quand elle avait terminé les études de médecine, elle a concouru pour la spécialité. Elle était classée 3e sur 850 personnes. Au départ, je l'ai préparée, elle a hésité, puis elle a épousé mon idée. Je lui ai dit, écoute ma fille, pour assurer la pérennité de notre structure, il va falloir faire de la médecine de rééducation physique pour assurer la pérennité de la structure. Et ça te permet de travailler à longueur d'année. Tu vas faire la chirurgie cardiovasculaire. Moi, je suis obligé de recruter un médecin. Je suis obligé d'avoir un agrément à son nom. Et c'est lui le patron, ce n'est plus moi. Donc, elle a épousé mon idée, elle a terminé ma jour de promotion, alhamdoulilah. Et elle attend ce qu'on ouvre. Actuellement, elle travaille, elle a terminé son service civil. Elle attend. Très bien, donc ça y est. Non, elle a de l'expérience et les trucs. Ça fait 5 ans qu'elle travaille dans le secteur public. Donc la structure, le bâtiment, tous les trucs, ils sont terminés à 100%. On attend l'arrivée des équipements pour installer le centre de Mais avant de parler de l'équipement, on va parler du personnel aussi. Indépendamment de la petite famille ou la grande famille qui sera autour de vous, il y a du personnel à recruter. Comment est-ce que vous avez été vers une formation particulière? Le personnel, d'après notre étude, on va recruter, quand le projet est achevé à 100%, on va faire un recrutement de 250 emplois fixes, avec 100 emplois temporaires, sans compter les emplois indirects. Excellent, donc c'est bien, il y aura quand même une possibilité d'offrir des postes d'emploi. Et notre stratégie, c'est d'enlever dans la mentalité de l'Algérien, il dit que j'ai été à Intimouchent. En rapport qualité-prix. Inch'Allah. Et vous aurez recours aux vacanciers? Vous aurez recours aux vacanciers parce que les étudiants ont besoin des fois de travailler l'été. C'est ce qui se fait, c'est ce qui est courant à l'étranger. Actuellement, je viens de recevoir un groupe de stagiaires de l'école hôtelière de Tizi Ouzou. Ils sont sur place et on est en train de commencer à recruter les personnels cadres et avec des stagiaires de l'école de Tizi Ouzou et de la formation professionnelle de Intimouche. C'est super. Donc ça, c'est le tourisme domestique. Tourisme domestique, une partie tourisme médical, c'est qu'on va participer à la fixation de ces médecins qui font le bonheur des étrangers. Donc on va essayer de trucs, et beaucoup plus que c'est au démarrage de notre structure, on est en mesure de prendre en charge 25% des malades que la CNAS envoie à l'étranger avec de la devise. En 4 ans, on peut assurer la prise en charge de tous les Algériens qui partent à l'étranger se soigner en devise, pourvu qu'on sera accompagné dans notre démarche. Dans tous les secteurs? Dans tout ce qui est relatif à la rééducation fonctionnelle. C'est très bien, bravo. On est sur un méga projet. Quand j'ai présenté le projet, les gens n'ont pas cru en moi, y compris mes propres enfants, mon bureau d'études, quand j'ai soumis de me faire une structure qui sort de l'ordinaire. Et alhamdoulilah, on est arrivé à ce. Mais rien n'arrête, monsieur Larbi, c'est même pas la peine. Quand il a une idée, jusqu'au bout. Mes frères, c'est ce qu'ils me reprochent. On me dit, quand tu fonces, tu drois même vers le mur et tu ne t'arrêtes pas. Je lui dis, c'est ça. En tout cas, c'est une manière d'encourager les personnes qui préparent leurs vacances à peut-être opter pour Intimouchent. Voilà, on va parler de cette belle plage de Terga, mais il y a tout un chapelet de très belles plages avoisinantes. Donc, c'est-à-dire que même l'ennui, c'est impossible de s'ennuyer dans cette région parce qu'on peut aller vers d'autres plages, découvrir des panoramas extraordinaires. Vous avez vu ce bleu turquoise qu'on vient de voir, qui vient de s'afficher à l'écran? La spécificité de l'Algérie, on a 14 wilayas côtières. Aucune wilaya ne ressemble à une autre. Chaque wilaya a sa spécificité. Mais hélas, avec 1620 km de côte vierge, on n'arrive pas à retenir nos concitoyens à passer les vacances chez eux. Non, mais avec des monsieur Larbi comme vous, moi je pense qu'il y a une zoujoulette lata,
نفروها على بالك. Moi, j'ai dit, si l'Algérie a la chance de... C'est bon. J'ai fait des plateaux comme ça plusieurs fois. J'ai dit que si l'Algérie a la chance d'avoir ce n'est pas pour me vanter, si l'Algérie a la chance d'avoir son projet comme ça, on va faire du réceptif. On ne va pas retenir seulement les Algériens, mais on va revenir à l'Algérie qui était un pays réceptif. On va en parler du réceptif après. Mais je pense que votre acharnement, la façon dont vous voulez faire les choses et tout, c'est encourageant. Et donc, j'espère que ça encourage les gens réticents. On en a parlé hier. Regardez-moi cette image, regardez-moi. Je ne sais pas si la réalisation... Oui, vous êtes très belle, très vilaine, on ne se convient pas. Mais regardez-moi, cette eau limpide. Moi, si j'ai dit... C'est une carte postale, très belle carte postale. Ça, c'est Sbiat et c'est juste à côté, c'est pas loin de Targa. Oui, Sbiat, c'est un paradis terrestre. C'est un paradis terrestre. Malheureusement, il est encore vierge, on n'arrive pas à le mais tant redémarrer. mieux. Moi, je dirais tant mieux qu'il soit vierge. On a perdu du temps. Jusqu'à quand il va rester sur nos plages vierges? Jusqu'à quand? Ça fait 60 ans qu'on a eu notre indépendance. On était plus avancé que les pays européens qui sont en ce moment qui font des destinations. On est en train de prendre un élan pour mieux sauter, pour mieux faire deux pas reculons pour mieux rebondir. Il est temps maintenant Mais ce qui serait bien, c'est d'être à mi-chemin des deux, ne pas être dans un tourisme de masse, être dans un tourisme de qualité, mais préserver aussi quelques espaces. Oui, c'est sûr, on ne va pas construire. Vous prenez les Espagnols, vous prenez certains de nos pays voisins, regrettent de ce qu'ils ont fait. On me dit que vous avez la chance, vous êtes en retard, mais vous avez la chance de garder votre côte vierge. C'est ça. Maintenant, on n'a rien à inventer, madame. Tout est inventé ailleurs. Il suffit de copier. Et copier, c'est un art. Il faut copier les belles choses et améliorer, c'est tout. C'est ça. Et donc, on parlait d'investissement et des gens qui sont réticents à aller de l'avant. Pourquoi ils sont réticents? Il faut se poser la question pourquoi ils sont réticents. Il y a peut-être les banques qui ne les suivent pas. Il y a d'abord, en Algérie, qu'on se bat contre son argent. Oui. Il y avait à un moment donné, on nous accompagne. En matière de loi, il n'y a pas un pays qui accompagne, qui a des lois, qui avantage le développement du tourisme comme notre pays. Mais hélas, il y a les textes d'application qui font défaut. Quand vous avez une loi, il n'y a pas de texte d'application, ça ne sert à rien d'avoir. Moi, je l'ai dit à nos hauts responsables. Ce que vous dites et la réalité sur le terrain, c'est tellement différent. C'est ça. Quand vous votez une loi, il faut tout de suite des textes d'application. Et il a dit, monsieur le président, un responsable qui crée des embûches, qui retarde le développement, il doit être puni. C'est ça qu'il fallait faire depuis très longtemps. C'est ça. Mais il ne faut pas rester dans la théorie, il faut aller vers la pratique. Sur le terrain. Espérons qu'on soit sur la bonne voie cette fois-ci et que des investissements comme le vôtre donnent des leçons, offrent une belle leçon. C'est pour ça que j'avais demandé à ce qu'on essaie de donner des images de ma structure pour inciter les gens à venir travailler. Il y a des gens qui ont des milliards qui dorment dans les caisses. Il y a l'informel, on parle de l'informel. Pourquoi? S'il y a vraiment des trucs là, les gens sont vraiment nationalistes, sont vraiment trucs, ils peuvent investir dans le tourisme. Le tourisme. Mais nous aurons l'occasion certainement sur d'autres tribunes et à d'autres occasions de parler justement du développement touristique dans notre pays. Votre expérience sera précieuse, j'imagine, Monsieur Benchamed. Je ne sais pas si on peut demander le tourisme aussi sportif. Un dernier mot. Mais je suis jaloux de mon pays quand on voit, je lis sur le journal, le championnat d'Algérie a débuté chez nos voisins. Est-ce qu'on ne peut pas faire du tourisme chez nous en Algérie? On peut pas. Est-ce que quand vous avez 8 équipes de football, ils traversent les frontières pour s'arrêter pour des entraînements? On peut les recevoir chez nous, madame. Absolument. Il y a des espaces et aussi un climat extraordinaire. Il faut encourager les gens dans un cadre légal et réglementaire. Oui. Déjà, on a vu le retour du Tour d'Algérie de cyclisme qui met en valeur justement les atouts touristiques. Et on espère que toutes les autres disciplines profiteront peut-être de la thalassothérapie chez vous à Targa. Merci beaucoup. Merci infiniment aussi Nabila pour cet accompagnement à la semaine prochaine. Merci à monsieur Benchaben ici présent donc de nous avoir apporté ce témoignage par rapport au tourisme chez nous. Donc merci à ceux qui sont avec nous. On continue de voyager à travers le pays. Cette fois-ci, on va voir des exemples justement de prise en charge touristique, mais du côté de Djidjel, une région extraordinaire, d'une grande beauté, que nous fait découvrir tout de suite Camélia Mellal qui commente ce reportage.
Se présentant comme une carte postale naturelle avec ses plages de sable blanc, Jijel, cette wilaya possède également un massif montagneux et forestier d'une rare splendeur qui constitue 80% de sa superficie. Entre la forêt dense de Gerrouch sur les hauteurs de l'Aouana, celle de Sidi Marouf dans la commune de Khiri et la forêt de Djmila, les habitants de Jijel ont l'embarras du choix pour se ressourcer dans une nature qui leur ouvre grand les bras. C'est une belle ville. Chaque année, nous venons ici pour passer nos vacances. On y trouve de tout, des animaux et une belle végétation. Nous sommes venus de Ain Dfla pour découvrir Jijel et sincèrement nous passons de bons moments en compagnie des enfants qui raffolent de la nature et des animaux. Nous venons chaque 15 jours avec mon grand-père pour jouer et contempler ces beaux paysages. Jijel, une ville aux 1001 atouts, riche de son histoire. Cette ville est également connue à travers son célèbre phare, bâti par le tailleur de pierre Charles Salva en 1867. Le grand phare de Jijel est une zone touristique par excellence. Moi, je viens de la wilaya de Sétif pour visiter ce monument et j'invite tout le monde à venir découvrir cette belle région. C'est une belle région qui attire de nombreux visiteurs issus de différentes wilayas du pays. C'est splendide, il y a des plages, des forêts et même un patrimoine immatériel inestimable. Il y a beaucoup de choses à voir. L'invitation est donc lancée, des sorties seules ou en groupe. Une chose est sûre, l'évasion et la détente sont assurées avec de merveilleux souvenirs à la clé. Voilà, j'espère que vous ferez le plein de souvenirs cet été où que vous irez. Donc les plages sont toujours très belles et l'accueil des Algériens est légendaire. Donc j'espère que vous en profiterez, mesdames, messieurs. Mais avant, on a mis vraiment, on a lancé aujourd'hui un concours ou un examen qui fait peur et que craignent les lauréats du baccalauréat. Ils étaient 700 000 ce matin à se présenter justement dans plus de 2500 centres d'examen à travers le pays pour la session 2022 du baccalauréat. Aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons parler de l'accompagnement de ces lauréats grâce à la présence parmi nous de Gaye Rzala, ici même, qui est coach en développement personnel. Bienvenue, Madame Rzala. Merci. Ça va, vous allez bien? Très bien. Et vous avez des souvenirs de votre baccalauréat? Comme si c'était hier. D'accord, on n'oublie pas. On n'oublie pas les détails. Oui, absolument. Avant et après, pendant. Surtout la peur, j'imagine, la peur au ventre. Pardon, je range juste un petit détail. Voilà, donc c'est vrai qu'on se rappelle de ce moment parce qu'on le prépare déjà toute une année. Et puis le jour J, on a cette petite boule ici, ou alors l'estomac complètement noué, n'est-ce pas? Ah ben c'est normal, c'est une boule qui est normale et c'est une peur qui est légitime et c'est un examen qui est important. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas important, ça décide, c'est une décision, c'est une porte vers l'avenir. Donc c'est légitime, je crois. Et il mérite tout le sacrifice, tout le stress et tous nos efforts. Mais comment dédramatiser? Comment rendre cet examen abordable aux lauréats? Comment les aider à l'appréhender avec un peu moins de stress, disons? Je vais dire, cette semaine, le travail a été fait, la préparation a été faite, mais qu'est-ce qui reste à faire pendant cette semaine pour les étudiants et aussi pour les parents? Ça s'étale sur 5 jours. Alors, sur 5 chaque jour, c'est une angoisse renouvelée, je dirais. Comment faire pour maîtriser son stress, je vais dire. Alors, on devra commencer par une organisation. Très bien. Et l'organisation, c'est que ce soit les parents qui vont aider leurs enfants ou bien le candidat lui-même. Donc, c'est s'assurer d'avoir sa carte, s'assurer d'avoir sa convocation, d'avoir ses stylos, d'avoir sa gomme, d'avoir sa règle, sa calculatrice, des piles. Tout ça, ça va rassurer. Donc, il faudra être préparé, avoir tout le matériel et toutes les affaires qui vont l'aider à maîtriser la situation, de se sentir prêt à passer cet examen. Il y a
ce côté. Les parents peuvent mettre une boîte de mouchoirs en papier, une bouteille d'eau, une barre de chocolat. C'est des petites attentions qui peuvent aussi aider le candidat. Il y a aussi s'assurer que lorsqu'il va revenir à la maison, il aura un cadre où il pourra continuer ses révisions, parce qu'il y a des révisions de dernière minute et ça les aide. Des fois on se dit non, il ne faut pas les stresser, mais il y a des enfants, des candidats qui ont besoin de faire des révisions de dernière minute qui peuvent être très utiles et ça peut les sauver même. Donc leur permettre d'avoir un cadre de travail ou un endroit... Du calme et de la sérénité, entre autres. Calme, sérénité, bien-être aussi. Il s'agit de leur examen, c'est leur avenir. Donc, on est là pour eux, c'est pas nous. Alors, je voudrais dire aux parents, c'est pas votre bac, c'est pas votre épreuve, c'est la leur. Mettez en veille. Voilà. Donc, et aussi... ils sont là pour réaliser leurs rêves, leurs projets de vie et pas les nôtres, pas nos rêves qu'on n'a pas réalisés nous. Donc c'est leurs rêves. On est là pour les accompagner. Oui. On doit le faire. Et il y a le côté aussi... Ça, c'est valable pour tous les types d'examens, pas seulement le baccalauréat, tout au long du cursus scolaire. Les parents devraient toujours avoir ça en tête. Exactement. Donc, c'est tout le temps et c'est comme ça qu'on doit réagir. Comment on doit réagir face aux notes et face aux résultats et face à tout ce que notre enfant fait à l'école. Il a le droit à l'erreur, il a le droit à l'échec. On a fait nos erreurs et on a eu nos échecs. Mais ça ne nous a pas empêché d'avancer dans la vie. Et c'est pareil pour notre enfant. Il aura ses choix à faire et on est là pour l'accompagner. Oui. On est là pour l'accompagner et pas pour lui demander d'être parfait. Donc le coach que vous êtes recommande plus un travail sur le mental des parents que celui des lauréats finalement. Exactement. Et justement, pendant cette période, il va faire son épreuve le matin, il va revenir. Et les parents, ils seront là à attendre. Qu'est-ce que tu as fait? Faut-il vraiment poser des questions dans ce sens? Il faut être à l'écoute. Oui. Avant et après. Alors, avant, comment? Il aura des angoisses, il va faire des angoisses et des fois ça va paraître des angoisses non fondées. Il va dire par exemple et si mon stylo s'arrête d'écrire, et si j'oublie ça, et si j'arrive pas. Il ne faut pas banaliser ces angoisses. C'est des angoisses réelles, c'est des inquiétudes réelles. Et il ne faut pas lui dire aussi mais non, ça n'arrivera pas parce que ça risque d'arriver. Il faut apporter des solutions, j'imagine. Il faut apporter des solutions. Et la meilleure des solutions, c'est de lui dire je crois en toi, je sais que si tu auras des difficultés au moment de l'examen, tu pourras t'en sortir, tu trouveras en toi ce qui te permettra de dépasser toutes ces petites difficultés. Parce que là, au moment de l'examen, il est avec lui-même. Il n'y a personne qui peut l'aider. Donc, il doit creuser en lui pour trouver les solutions et dépasser cette épreuve. Comment l'aider après et l'écouter après? Il faut le laisser parler. Ne pas poser beaucoup de questions, mais aussi être à l'écoute. Et il pourra écouter, les parents peuvent écouter leur enfant. Maintenant, comment réagir s'il a une mauvaise nouvelle à annoncer? Voilà, j'allais y venir. Si jamais il arrive comme ça, il débarque en disant j'ai mal travaillé, j'ai loupé quelque chose, j'ai raté ceci, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Comment faire? Alors là, c'est pas évident pour les parents parce que là, tout être humain va réagir avec ses émotions et une émotion, c'est comme une vague. Elle vient comme une vague, elle est forte et puis elle repart. Et moi, ce que je conseille aux parents, c'est au moment de la vague, si on veut rester sur place, quand on est en train de nager, on plonge et on la laisse passer. Donc, il faudra laisser passer, ne pas réagir parce qu'il a d'autres épreuves à passer. Il est responsable de son travail, on est responsable de nos émotions. D'accord. Aussi, il y a des parents, par exemple, que ce soit le bac ou autre examen,
quand ils ont un mauvais bulletin ou de mauvais résultats, ils culpabilisent. Et c'est une réaction du genre tout ce que je fais pour toi. Et tu trouves le moyen de faire ceci. Il ne faut jamais culpabiliser l'enfant. Et j'ai pas de chance parce que c'est des réactions. Alors, je voudrais imaginer qu'une personne a un diabète ou du cholestérol et va chez son médecin, il lui prescrit un traitement, il lui donne une hygiène de vie à suivre, et puis elle ne va pas tout suivre, elle revient, son cholestérol est toujours là et élevé, et imaginez le médecin lui dit mais j'ai pas de chance, j'ai fait des études de 10 ans et vous n'avez pas appliqué, et toutes mes maladies sont comme ça, et la vie elle est injuste. C'est pas rationnel, c'est pas logique comme réponse. Les parents devraient aussi éviter ce type de comportement. Ben oui, on est là pour eux. Et cessons de leur dire on fait des choses pour vous. On le fait parce que ça nous fait plaisir à nous. Si on leur paye des cours, si on leur paye du sport, si on des loisirs, on le fait pour nous. Ça nous rend heureux. Nous, de les voir épanouis et heureux. Donc arrêtons de les culpabiliser. Pour notre bonheur, on cherche notre bonheur. Bien sûr, on voudrait les voir heureux. C'est notre bonheur aussi. Effectivement. Donc, il faudra essayer de laisser passer l'émotion. Il y a d'autres épreuves à passer. Il ne faut pas banaliser l'épreuve. Lui dire par exemple des phrases du genre bon, si tu n'as pas ton bac c'est pas grave. Non, il faut pas lui dire ça, parce que on est autant sensible, l'être humain est autant sensible à tout ce qui est négatif comme il est sensible à tout ce qui est positif. Maintenant, si on lui dit tu es capable de réussir, tu pourras réussir, tu as tout ce qu'il faut pour avoir ton épreuve, il va entamer et passer son bac avec une bonne estime de soi, bien sûr, et gagnant. Beaucoup de confiance. Gagnant, il sera gagnant et il pourra gagner. Maintenant, il ne s'agit pas toujours de vouloir pour pouvoir. Des fois, il y a des accidents, des fois, ce n'est pas évident. Et il faudra prendre la situation dans toute sa globalité, et surtout que l'enfant, que le candidat sente l'amour de ses parents. C'est important de sentir que ses parents l'aiment malgré le bac, malgré les résultats scolaires. Et certains parents vont dire c'est évident, on aime. Ah ben, c'est pas évident pour lui. Il faut lui rappeler ça, que on t'aime. Malgré tout, malgré tes résultats, et on est heureux quand tu as de meilleurs résultats. Ça nous tranquillise, on est plus rassuré pour ton avenir. Très bien, donc voilà des conseils qui ont été justement partagés ce matin. Madame Marzella Gaïd, donc vous êtes coach en développement personnel. Comment vous est venue l'idée d'entamer cette voie, disons, Alors, coaching? Au début, c'était personnel, c'était pour des besoins personnels. J'avais besoin d'évoluer. J'étais à un stade de ma vie où j'avais besoin d'avancer, d'évoluer, d'apprendre, de me connaître plus. Donc, c'est venu... Oui, c'était d'abord pour vous. C'était pour moi. Après, j'ai eu la chance de faire une formation avec des gens où j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé, qui m'ont apporté beaucoup, et je les remercie. Avec mon métier actuel, avec ce que je fais actuel, je suis fondatrice d'un établissement de formation paramédicale, et je traite avec beaucoup de jeunes. Tout à fait. Et quand on est dans tout ce qui est formation ou scolarité ou renseignement, on ne peut pas se détacher du candidat, de l'élève. Malgré nous, on est concerné par ce qui lui arrive, et je vois des jeunes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'une orientation, pas de conseils, parce que les conseils, ils me sont propres, et ils nous sont propres à tous. Ce qui me va ne peut pas convenir à tout le monde. Tout à fait. Mais les coacher et les aider à prendre des décisions, à prendre conscience de ce qu'ils sont, de leur propre capacité, j'imagine. Exactement, et d'améliorer leur estime de soi.
ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, moi aussi, de les voir évoluer. Je vous dis, tout ce qu'on fait, tout le bonheur qu'on veut donner, c'est aussi pour notre bonheur. Il y a un retour. Il y a un retour. Absolument. Alors, un dernier mot pour tous ces candidats, les 700 000 candidats qui se présentent pour leur bac, pour l'examen du bac ce matin. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en définitive? Alors, avant de dire mon dernier mot, je voudrais l'accompagnement doit se faire tout au long de l'année. Et je voudrais saluer un club qui est à Bousmeril, qui est le club Sahatuka Beina Yadayk Bousmeril, qui font un excellent travail, surtout en développement personnel, tout au long de l'année pour accompagner les parents et les enfants. Maintenant, pour les candidats du bac, je voudrais leur dire que, et surtout pour ceux qui n'ont personne ou qui se retrouvent seuls, pour une raison ou une autre, ou malgré tout. Ça m'était arrivé lors de mon baccalauréat. Voilà que tout est en vous. Tout est en vous. Oui. Toutes les ressources sont en vous. Trouvez-les, prenez le temps et prenez cette expérience comme elle vient. Faites de votre mieux et c'est ce qui vous est demandé, c'est de faire de votre mieux. Inch'Allah, ça va bien se passer pour vous. Oui, Inch'Allah, en tout cas, on souhaite bonne chance à tous les candidats. Merci Gaïda Zala, donc coach en développement personnel, pharmacienne et fondatrice et directrice de l'école paramédicale Rifaq Saha. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à ceux qui sont avec nous. Bien sûr, on a toujours eu coutume de montrer un peu les préparatifs, le déroulement aussi de ces épreuves de baccalauréat ailleurs qu'à Alger, la capitale. Cette fois-ci, on a choisi pour cette matinale Illizi comme destination pour observer les préparatifs dans ce sens. Ils sont plus de 700 000 candidats à travers l'ensemble du territoire national à passer les épreuves du baccalauréat. Session juin 2022. À Illizi, l'heure est aux dernières retouches dans ces centres d'examen qui accueilleront demain les candidats dans de bonnes conditions. Tous les moyens sont réunis pour le bon déroulement de l'examen. Comme vous savez, la wilaya d'Illizi est connue pour ses grandes chaleurs. C'est pour cette raison que nous avons veillé à installer des climatiseurs dans chaque classe d'examen, mais également à mettre en place des transformateurs électriques en cas de panne. La région dispose de 9 centres d'examen opérationnels pour accueillir les candidats. Un staff médical composé de médecins, psychologues et infirmiers est mobilisé afin d'accompagner les candidats lors des épreuves. Nous comptons 248 candidats répartis sur 13 salles, bien équipés pour bien accueillir les candidats et leur permettre de passer les examens du bac dans les meilleures conditions. Un nouveau centre est mis à la disposition des candidats dans la circonscription administrative de Debdeb, et ce pour éviter aux élèves de parcourir de longues distances lors des examens. Et nous avons plaisir justement de recevoir ce matin et également une prof de français, Madame Fatiha Bousmaha, qui est aussi secrétaire générale de l'association des professeurs de français d'Algérie, qui s'intéresse un petit peu à l'enseignement des langues de manière générale. Aujourd'hui, son témoignage va nous permettre aussi de voir l'autre volet. C'est vrai qu'on a parlé des candidats, mais qu'en est-il des enseignants eux-mêmes pour la préparation du baccalauréat? Donc, vous avez une expérience dans ce sens, Mme Bousmaha? Absolument. J'ai quand même derrière moi 36 ans d'enseignement. Oui. Après 36 ans, j'ai pris ma retraite, bien entendu, mais je suis toujours dans la formation des enseignants et je continue cette mission qui me passionne tant, que j'ai trouvée dans cette voie associative qui est la CNEFA, la Coordination nationale des enseignants de français d'Algérie. Oui. Donc je continue toujours, nous continuons toujours à former des enseignants grâce à un encadrement universitaire, un encadrement de formateurs, d'inspecteurs, d'enseignants d'expérience. Donc ils sont autour de nous et nous mettons sur pied des projets de formation. Nous en avons fait beaucoup à travers le pays. Donc nous allons dans des wilayas, différentes wilayas. Nous essayons de nous concentrer surtout dans le sud. Donc nous avons derrière nous tout un panel de formations, de séminaires
Tamnala Set Biskran Ama, enfants du pays. En tout cas, voilà, nombreux sont les bénévoles parmi les enseignants donc, qui vous entourent et qui offrent de leur temps pour aider à un enseignement de qualité, donc à travers le pays. Donc il y a certes quelquefois des formations incomplètes pour certains enseignants ou alors voilà, l'encadrement n'a pas été vraiment favorable pour une préparation comme il se doit. Donc comment vous faites justement pour aider toutes ces enseignantes et tous ces enseignants, surtout les nouveaux? Donc comment est-ce que vous procédez en tant qu'association? Alors notre association elle a un double objectif. D'abord fédérer l'ensemble des enseignants qui sont à travers le pays. Quand même nous avons 37 wilayas avec nous, 37 enseignants qui sont dans ces diverses wilayas et qui ont adhéré et bien sûr dans le but de se former, de se perfectionner professionnellement. Et ils trouvent leur bonheur car croyez-moi les universitaires qui mettent sur pied les programmes de formation sont des programmes très intéressants et d'abord il y a une grande affluence adhérents et non adhérents quand nous allons sur les lieux. Voilà, vous organisez régulièrement des séminaires, Absolument. vous vous déplacez, donc vous le faites en présentiel. En présentiel, bon bien sûr à part la période du Covid où nous n'avons pas... Mais bien sûr, à l'instar de tout enseignement, on a été vers les webinaires, donc les formations en ligne, que nous continuons toujours, que nous trouvons que c'est un bon moyen aussi. Un excellent moyen de faire des formations sans se déplacer et pour toucher aussi les régions les plus reculées du pays, et quand on ne peut pas se déplacer. Alors, vous parlons de l'accompagnement de ces enseignants, justement, ces jeunes enseignants, débutants ou non, bien entendu. Nous avons opté notre association a opté pour un accompagnement pédagogique d'inspecteurs, de formateurs et d'enseignants d'expérience, car nous en avons des enseignants d'expérience qui sont à travers le pays. Donc, c'est un moyen... que nous avons trouvé très efficace et très pratique. Hors les formations de séminaires en présentiel, il y a également les forums de discussion. Très bien. Vous avez votre forum. Absolument. Oui. Nous avons des pages sur les réseaux sociaux, bien entendu. Et croyez-moi, c'est un moyen très efficace dans la mesure où il répond rapidement aux besoins de l'enseignant dans sa classe, dans sa gestion de classe. Voilà. Donc, il peut s'agir d'un rythme d'enseignement, il peut s'agir aussi de la préparation de feuilles d'examen, il peut s'agir de différents aspects que gère justement un enseignant. Absolument. Ce qui est bien, c'est que c'est professionnel. Donc, sur les plateformes collaboratives, nous avons des inspecteurs, des formateurs et tous ceux qui apportent leur expérience dans ce domaine. Et croyez-moi, les enseignants sont tous oui, ils sont présents. Ça répond à leurs interrogations. C'est surtout l'immédiateté qui nous a poussé à faire répondre rapidement aux questionnements des enseignants débutants ou pas, mais qui trouvent des solutions rapides dans leur classe. J'imagine un petit peu l'intérêt de cet aspect en particulier dans la mesure où pendant la pandémie, il fallait s'adapter, les échéances n'étaient pas très connues, l'ambiguïté était au rendez-vous, donc ce n'était pas évident de déceler le rythme à dispenser, etc., ou à suivre pour achever ou parachever l'enseignement, c'est-à-dire le cursus. Bien entendu, nous ne prétendons pas à la CNEFA, nous ne prétendons pas du tout se substituer aux formations du ministère de l'Éducation nationale. Non, certainement pas. Mais bien entendu, ce n'est jamais assez suffisant pour perfectionner un enseignant, ce n'est jamais c'est suffisant. Tout ce qu'on peut lui donner avec son auto-formation à lui et ce que peuvent apporter les associations, qu'elles soient éducatives ou culturelles, et ce que peut apporter... C'est un tout, en fin de compte. C'est un tout qui va vers le perfectionnement professionnel. Et justement, ce qui nous a poussé, les motifs qui nous ont poussé, les principaux motifs, ce sont justement ces appels de ces enseignants qui trouvent des difficultés, bien entendu, dans leur classe. Difficultés dans la mesure où il y a la surcharge de travail, la surcharge des classes. Ce sont des générations très très difficiles à tirer dans la mesure où elles sont,
tout en connecté, déjà, tout en connecté. Donc les centres d'intérêt sont ailleurs. Oui. Et l'enseignement, donc voilà, est difficile à dispenser dans ces conditions. Les centres d'intérêt sont ailleurs et croyez-moi, c'est de visu. Quand vous êtes dans une classe, d'ailleurs mes 2 dernières années étaient très difficiles dans la mesure où, avec justement les moyens de la technologie actuelle, les enfants sont devenus très bavards. Oui, je peux vous l'assurer. J'ai été tellement affectée que j'ai écrit un article dans le journal sur le bavardage des enfants. et effectivement, on s'était rendu compte que quand même les réseaux sociaux, les moyens de la technologie nouvelle ont fait que les enfants ont toujours des choses à dire, même si ce n'est pas important, mais ils ont besoin de s'imposer par leurs idées, par ce qu'ils ont à dire, donc de se montrer tout simplement, de dire que j'existe. Parmi les moyens mis justement au service d'un enseignant par l'association dont vous êtes le secrétaire général actuellement, donc il y a tout un panel d'activités culturelles que vous avez lancées, entre autres des concours, des festivals. Oui, absolument. Oui, voilà, on va en parler davantage. Allez, on commence par le volet concours d'abord. Oui, alors avant d'aller vers le volet concours, nous nous sommes rendus compte dans l'association que les enseignants, quand même beaucoup d'enseignants sont passionnés par ce qu'ils font et nous avons des actions individuelles un peu partout dans le pays. Nous avons des enseignants dans l'anonymat le plus absolu et qui font des actions extraordinaires. Je prends l'exemple d'une petite région que je ne sais pas que peut-être beaucoup connaissent, beaucoup ne connaissent pas, une région qui s'appelle Moghrar dans la wilaya. C'est un beau village. Très beau village dans la wilaya de Naama. Je nommerai juste son prénom, Khadija, qui est un jeune professeur de PES, des lycées, fait des actions extraordinaires là-bas. Alors imaginez-vous quand même une langue étrangère, français, et cette jeune femme, cette jeune fille fait des concours de dictée. Oui. Et les enfants sont là à vouloir absolument participer. Et donc, nous l'avons découverte, nous l'avons soutenue, encouragée dans ses actions. Et nous allons sur place même remettre les cadeaux aux enfants, aux lycéens. Quand même, ce sont de grands enfants, pas de petits enfants, et qui participent à des actions pareilles. On se dit que c'est une région très éloignée. Eh bien, l'intérêt, il est partout. Je prends l'exemple de Tamanrasset. Oui, Tamanrasset. Moi, j'ai aussi un exemple en tête. Je vais le citer juste between brackets, comme on dit. Alors, c'est vrai, c'est une enseignante qui est maintenant au Canada, et c'est le Canada qui profite de ses compétences, hélas. Donc, c'est une enseignante qui a créé un dynamisme au sein du corps enseignant, mais aussi auprès des familles et aussi des élèves d'une région, une contrée. Ça s'appelle Bouchia, c'est à Bouira, et une région très affectée par le terrorisme. Et donc, juste après, cette enseignante arrive et crée un engouement, des activités parascolaires, du théâtre, du chant, de la mise en scène, de la poésie, tout. C'était carrément un centre culturel. Sincèrement, je peux vous donner des dizaines d'exemples comme ça. Je prends l'exemple, nous avons participé alors ça s'appelle le Festival des festivals éducatifs des enfants, dans lequel participent des collégiens et des lycéens. C'est international également. Et lorsque nous l'avons découvert à travers des amis, nous avons essayé d'y adhérer et de faire participer l'une de nos troupes en Algérie. Alors, nous avons un enseignant qui est passionné par le théâtre et qui se trouve dans une région rurale de Boumerdes, et qui s'appelle Mokran, il se reverra, il se reconnaîtra, et qui a mis sur pied une troupe en 2-3 semaines, et nous avons participé au festival des festivals, en distanciel bien entendu. Donc nous avons envoyé sa vidéo, elle a été diffusée lors du spectacle, lors du festival, et nous étions parmi les premières places. C'est vous dire que nos enseignants sont passionnés, il suffit juste d'être bienveillant. L'enseignant a besoin que l'on soit bienveillant à son égard. Effectivement. Le soutien, il est moral, il est psychologique, il est autre que, bien entendu, le côté pédagogique, didactique. Il est le garant d'une réussite au baccalauréat ou tout autre examen. Absolument. On s'occupe bien de l'enseignant et l'enseignant s'occupe bien de son apprenant. Absolument. Des passionnés, il y en a beaucoup dans cette association. Et bien sûr, vous avez créé un espace culturel très intéressant, un festival de théâtre. Très important.
Voilà, un festival de théâtre scolaire. Absolument, le théâtre éducatif. Donc justement, c'est cette association qui s'appelle Ardrala, qui est dans laquelle ont adhéré quand même beaucoup de pays, énormément de pays. Et donc cela nous a donné l'idée de créer dans cette association l'espace culturel éducatif. Et d'où justement, entre autres, les concours d'écriture, de poésie, de nouvelles. Vous savez, l'année dernière, nous avons eu 198 lauréats à un concours d'écriture, Plaisir d'écrire, qui s'appelle Amopa. Et nous avons eu 180... C'était le premier pays qui avait participé. L'Algérie était vraiment... Vraiment, et les enfants ont eu leurs livres, leurs diplômes. Les parents étaient heureux, les enfants doublement et nous triplement. J'imagine votre joie. Il y a une dynamique qui est en train de se créer, de s'installer, où il y a une émulsion des enfants pour l'éducation culturelle. Donc justement, le théâtre-éducation, c'était un projet qui dormait dans nos tiroirs. Et quand l'opportunité s'est présentée par justement un encadrement de spécialistes dans le théâtre, nous avons saisi l'opportunité pour leur demander de l'aide. D'abord dans la formation des enseignants, car nos enseignants ne sont pas formés dans l'enseignement des langues par le théâtre. Eh bien, nous avons trouvé de l'écho, entre autres un professeur à l'université de Tizi Ouzou, un autre à Sidi Bel Abbès, un autre encore à Mostaganem. Donc tout le monde s'est mobilisé pour cette action. Encore avant-hier, lors d'un colloque sur l'interculturalité qui a été organisé par le laboratoire de Betna, à l'université de Betna, qui a été donc dirigé par le docteur Benziha Jamal, que je salue au passage, qui, donc, lors de l'ouverture, où l'association était présente à travers sa secrétaire générale, et lorsque le docteur Benziha nous a présenté, eh bien, il y a eu un écho vraiment très favorable et tous les professeurs présents, du moins ceux qui avaient pris la parole, se sont inscrits dans la perspective d'aider, entre autres Madame Redged, qui est également spécialiste dans le domaine de l'éducation primaire en tant que professeur à l'université, mais également baignée dans le théâtre et qui a applaudi au projet et qui m'a demandé donc de l'inscrire dans le projet et dans cette perspective de l'éducation culturelle. Et donc notre projet sur le théâtre-éducation, c'est d'abord la formation des enseignants. Donc nous avons demandé à des enseignants spécialisés dans l'enseignement du FLE par le théâtre. Le FLE, c'est le français langue étrangère, par le théâtre, donc, et qui se sont mobilisés pour cette formation. Entre autres, nous avons une amie de longue date qui nous aide également qui est venue en Algérie lors du Salon du Livre. Donc c'est là où nous l'avons connue en 2014 ou 2015. Et donc elle est également présente, c'est Madame Régine Dautry, elle est docteur S lettres spécialiste dans le théâtre. Et avec elle également, donc nous faisons une formation depuis le mois de janvier qui va se terminer au mois de juin. Et cette formation, lors de cette formation, les enseignants ont mis sur pied des troupes de qui collégiens et qui vont s'affronter, nous espérons, au TNA. Donc j'espère qu'on va nous aider pour qu'ils puissent présenter leur spectacle. Et ce sera donc lors du festival du théâtre-éducation et ce sera au mois d'août. Voilà. Et ce sera le 5 et le 6 août. Très bien. Et tous les enfants se sont invités à venir... pour sentir un petit peu cette énergie. Et surtout rentrer dans le domaine de l'éducation culturelle. Merci infiniment. Donc, ce fut très, très intéressant. Donc, on souhaite longue vie à votre association et bien sûr, bravo à tous les bénévoles de l'association des professeurs de français d'Algérie. En fait, il n'y a pas que des professeurs de français qui activent. Il y a aussi toutes les langues étrangères. Absolument. Et aussi la langue arabe. Absolument. Arabe, tamazight et toutes les langues étrangères. Toutes les langues vivantes. Voilà, c'était là Madame Fatiha Bousmaha, secrétaire générale de cette association, qui fait énormément de bien à l'encadrement justement des enseignants et des formateurs chez nous. Voilà. On va aller vers
un tout autre domaine, mais bon, on ne va pas s'éloigner beaucoup. On reste toujours dans le domaine artistique pour introduire Mariam Moussaïd qui vient nous parler de la transition du printemps vers l'été. Mais avant, plantons un petit peu le décor avec Sophia Chouban dans ce reportage où elle met en valeur l'interprétation de la beauté de l'arbre par une artiste qu'on aime beaucoup, Jahida Ouadef. Et c'est parti. L'arbre, dans toutes ses variantes, est adulé par de nombreux artistes pour sa beauté, sa magie et les bienfaits qu'il procure à l'homme. Cet arbre, justement, pousse, grandit et reste le témoin silencieux du temps, des siècles durant. Et c'est à ce titre que Jahida Ouadef vous convie à découvrir son œuvre qui met en scène la composition chatoyante et lumineuse de la végétation. Un beau voyage dans la nature, n'est-ce pas? Ces entrelacements panoramiques de bleu, de vert, de rouge, de jaune, de parme, dans cette myriade de graines sensibles où des coquelicots émergent dans les champs et dans les plaines, des thèmes abondants aux couleurs irisées par jet sont proposés ici tantôt par valse ou en hauteur, tantôt en une impulsion superposable ou en mue de lézard. En fait, l'artiste peintre dira « Plantons le décor et respirons l'air des huiles essentielles de l'arbre, purificateur de l'atmosphère et producteur d'oxygène. » Il veille cependant à la protection de notre environnement. Les senteurs de l'arbre et sa résine apaisent l'esprit tourmenté de l'homme. Et de là, il y a l'intérêt de l'entretenir par la pensée et par l'acte. Chacun à sa manière, par son action citoyenne, s'y met comme l'écrivain, poète et artiste peintre qui exprime par ses pinceaux la métaphore subtile sortant de la végétation. La nature embellit la vie et cette balade au cœur des champs et des plaines n'est qu'un parcours initiatique de notre enfance. Là, c'était l'empreinte de Jahida Ouadef vue par Sophia Chouban, une manière de planter le décor pour Mariam Moussaïd. Bonjour Mariam. Bonjour. Alors, un beau voyage. Magnifique. Pictural, mais quand même, ça rappelle toute la beauté de la nature. Exactement. Donc, la nature dans tous ses états d'étoiles, de l'inspiration des artistes, jusqu'au réel, jusqu'au travail de tous les jours, jusqu'au mordu de jardinage. Les mordus de jardinage vont pouvoir justement prendre auprès de vous quelques conseils concernant la transition vers l'été, c'est bien cela? C'est exactement ça, parce que le temps se réchauffe, la température a grimpé, on va dire, considérablement, donc il est temps. L'été aussi est à nos portes. Donc il est temps de faire quelques petits changements, un petit peu de ménage, un petit peu au jardin, parce que là, ça va être une saison assez chaude, on le sait bien. Et, comment s'y préparer, justement? Alors, comment s'y préparer? C'est que, alors, tout dépendra. Si on a un jardin, on va commencer à préparer les semis d'automne. On est toujours une saison en avance, donc on essaiera de préparer les semis d'automne. On essaiera aussi, si on a un jardin, même pas si on n'en a pas non plus, donc pour commencer à planter les aromates. Donc vraiment l'été, c'est la saison des aromates. C'est là où toutes les plantes aromatiques donnent un parfum exquis et exceptionnel. Il faut savoir que c'est vrai que toute l'année, on a des plantes aromatiques, de la menthe, d'autres plantes aromatiques, telles que le basilic, on a du romarin, enfin il y en a le romarin, le basilic et la menthe, ce sont les plus courants chez nous. Exactement. Ils poussent facilement, j'ai l'impression. Oui, ça pousse facilement, surtout le romarin, donc c'est vraiment une plante très facile qui ne demande pas beaucoup d'entretien. La menthe aussi, donc avec ses tiges grimpantes, il suffit qu'on lui donne juste un petit coin légèrement ombragé, donc pas trop de soleil. Mais comment je fais pour planter justement
Une bouture de menthe ou Alors une bouture de menthe, ça sera tout simple. Si par exemple vous achetez, généralement ça arrive très souvent, quand on achète un bouquet de menthe, généralement toujours quand ils arrachent, en fait, quand ils cueillent la menthe, il y a toujours quelques tiges qui ont quelques racines. Ce qu'on fera, c'est qu'on aura juste à récupérer une des tiges, la mettre dans l'eau. Voilà, dès qu'on aura le système racinaire dans un verre transparent, bien sûr, dès qu'on voit que les racines sont faites, on ira directement le mettre dans un pot. Alors si on a un jardin, on ira directement le mettre en terre. Généralement, il trouvera tous les minéraux dont il a besoin pour la menthe. Mais si par exemple on veut faire un petit pot qu'on veut garder à la cuisine ou sur le balcon, là on ira toujours sur du terreau. Donc acheter du terreau, c'est vraiment on va dire un substrat qui est riche et qui nous donnera un maximum. Qui est un peu nutritif. Exactement. Et la menthe pourra s'épanouir et avoir, on va dire, une bonne croissance. Alors ça c'est pour les aromates. Donc je voulais revenir. Là c'était vraiment très très fleuri. Oui, c'est vraiment. Enfin non, c'est verdoyant surtout. C'est verdoyant. Mais il y a différentes plantes, donc avec des couleurs différentes. C'est pour ça que j'ai cru que c'était des fleurs au départ. Non, en fait, c'est un mélange de plantes au feuillage coloré. Donc, je disais pourquoi c'est vraiment la saison des aromates. Donc, l'été, on va vraiment se focaliser. C'est que la chaleur fait que ces plantes augmentent donc, de leur parfum. Donc, c'est vraiment le moment où ils sentent le plus. Et c'est aussi le moment où on va pouvoir faire du bouturage. Donc, on va bouturer la sauge, on va bouturer le romarin aussi. Donc, on aura juste à couper les petites extrémités, mettre dans tes petits godets, à mettre légèrement à l'ombre parce il fait très très chaud. Donc, on le mettra de préférence toujours à l'abri sous une autre plante de façon à ce que les semis prennent. Donc, je disais, il va commencer à faire chaud. Si on a une terrasse ou on a un jardin, on va faire un petit peu le ménage. Le ménage, c'est quoi? C'est qu'on va suivre la direction du soleil. Si pendant l'hiver, on essaye de mettre nos plantes vers la direction le soleil pour qu'elles aient le plein soleil pendant toute la journée au maximum, on va faire en fait l'inverse puisque l'été arrive. Donc toute la journée, c'est très chaud, c'est très ensoleillé. Donc on essaiera de les mettre à l'abri. Donc les plus fragiles, on les mettra sur les plus grandes et les plus costauds. Donc on va essayer comme ça vraiment de faire une organisation assez spéciale. Donc de la plus costaud, donc de la plante la plus costaud qu'on mettra, on va dire un peu en paravent. Et après dessous, on va cacher tout ce qui est un peu plus fragile, un peu plus sensible. Donc c'est vraiment ça qu'il faut, sur quoi il faut axer, c'est essayer de les mettre à l'abri du soleil au maximum parce qu'on sait très bien que le soleil, même si on arrose matin et soir, le soleil dans la journée risque de brûler le feuillage et certains ne risquent pas de passer l'été. On n'a pas cité le mot coriandre ni persil depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est facile à avoir ça chez soi? Oui, c'est absolument vraiment facile et c'est le moment de le faire. Donc si on veut avoir de la coriandre ou alors du persil. Du basilic, je sais que c'est très facile. Basilic, c'est assez simple. Basilic en ce moment, pour ceux qui ont du basilic, je pense qu'ils ont dû remarquer qu'elle a commencé à monter en graines. Donc ce ne sont pas ces graines-là qu'on va cacher parce qu'il y a aussi quelques petits travaux à faire. C'est récupérer toutes les graines, toutes les fleurs des plantes qu'on a. Mais en fait, c'est pas encore la saison, on fera ça au mois d'août. Donc pour le persil et la coriandre, c'est absolument très simple. Donc évitez d'aller acheter les graines de persil et de coriandre chez le marchand d'épices. D'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces graines-là ne vont pas prendre aussi facilement que si on va chez un pépiniériste ou chez un professionnel. Il vaut mieux aller vers, on va dire, les petits sacs. Déjà, ce sont une sélection qui va prendre rapidement. Donc, j'ai présenté moi personnellement de la coriandre et du persil. Donc, la coriandre est assez rapide, donc au bout de 2-3 jours, donc le semis est déjà bien pris. Par contre, pour le persil, c'est un peu plus compliqué. Il faut attendre une quinzaine de jours à 3 semaines et surtout à l'abri du soleil. Donc, essayez de les mettre dans un endroit ombragé. Et aussi encore un dernier détail pour les gens qui ne veulent pas arroser tous les jours, matin et soir. C'est assez compliqué quand il fait très chaud. Donc, comment faire pendant cette saison? On va pailler. On va tout simplement essayer de ramener un peu de paille. En fait, c'est le même principe qu'on fait pendant l'hiver. Donc, pour garder les plantes au chaud, pour donner un petit peu de la chaleur à la terre, on va mettre de la paille tout autour de nos plantes. En fait, on va faire la même chose pour l'été, en fait, pour essayer de diminuer l'évaporation de l'eau. Et donc, on va mettre un petit peu de paille, juste comme ça au pied de notre plante. On rajoutera quelques petites pierres, bien entendu, pour le maintenir. Et là, on pourra arroser et l'arrosage pourra nous tenir jusqu'à 1 à 2 journées. Donc, c'est quand même assez intéressant. Une bonne astuce, parce que ça absorbe l'humidité. Exactement. En fait, ça absorbe pas l'humidité, ça empêche
l'eau de s'évaporer de la terre. Donc elle s'évaporera beaucoup plus, on va dire, moins lentement. Voilà, beaucoup plus lentement. D'accord, voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup, hein. Merci infiniment donc, pour tous ces conseils. Moi, je vais essayer. Allez, et puis voilà, la semaine prochaine, on fera le point par rapport à ma petite bouture de coriandre. D'accord. On verra. Coriandre, alors bien. qu'est-ce qui est plus facile? Allez, la menthe, c'est assez facile. Oui, c'est très facile. Vraiment, la menthe, c'est absolument, on va dire, rapide. Ça donne plus de résultats. Quelques petites tiges de menthe dans un petit pot. On va voir ce que ça donnera. Une petite jardinière. En général, je n'ai pas la main verte, mais bon, on va s'essayer. On va s'essayer, oui. Ça détend énormément et ça donne. Quand on voit les résultats, c'est absolument très satisfaisant. Donc, allez, on se fait plaisir. Merci beaucoup, Mariam. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous aussi. Et pour finir l'émission, mesdames, messieurs, merci encore d'être là d'abord. Et puis, dans un petit moment, nous allons recevoir un musicien pour parler justement de sa passion, lui qui est créateur d'un groupe de musique. Ce sera juste après ce reportage qui nous emmène droit vers Khanchla. On va encore voir une autre facette touristique dans cette belle région. Le voyage dans la wilaya de Khanchla ne ressemble à aucun autre. Dans ce massif montagneux, dans les bras de ses vallons et entre ses maisons, la nature s'affiche dans ses plus beaux atours. Un panorama féerique. Pour les visiteurs de son mont, le plus haut sommet de toute la chaîne montagneuse des Aurès, le Chelia culmine à 2328 mètres d'altitude. C'est un rendez-vous très particulier avec la diversité biologique, notamment des cèdres, de ces animaux et certaines espèces rares d'oiseaux d'après notre guide Elias. Chelia, on la surnomme la mariée des Aurès. Cette région a un cachet touristique et historique. Les complexes de Khanchla sont de vrais espaces pour le bien-être, offrant un bel accueil et une multitude de prestations. Bienvenue dans les Aurès. Khanchla est magnifique. Je conseille à tout le monde de venir faire du tourisme. On est arrivé aujourd'hui et on se sent très bien. Nous sommes venus de Biskra, c'est magnifique. Notre pays est un paradis. L'Algérie est un paradis. La situation géographique de Khanchla est excellente pour le tourisme de montagne, notamment le célèbre Hammam Salhin. Il y a un potentiel pour la création d'emplois pour les jeunes. On espère le soutien des pouvoirs publics pour la promotion du tourisme à Khanchla. Et au Hammam Salhin, vestige 2 fois millénaire, on plonge dans une ambiance de bien-être et de relaxation dans des eaux naturelles aux atours thérapeutiques. Je suis venu ici avec ma grand-mère. On a nagé, c'était super. Cette région a un caractère montagneux et thermal et cela engendre comme chaque année une grande affluence de visiteurs. Nous sommes heureux et impatients d'accueillir les groupes de touristes et notamment ceux ici de la communauté à l'étranger. Le meilleur des accueils leur sera réservé durant cette saison estivale. Il est impossible de visiter les Aurès sans une halte gastronomique et notamment traditionnelle. Et c'est le chef Lotfi qui nous accueille avec un couscous typique de Khanchla. C'est la berboucha khanchlia à la sauce blanche, pois chiches, courgettes, de la viande, du mouton fondant. Soyez les bienvenus, c'est nos traditions, notre patrimoine et bon appétit. Khanchla, reine des Aurès, avec sa beauté et la noblesse de ses habitants, offre une carte touristique diversifiée pour tous ceux qui aspirent au calme et au bien-être durant la saison estivale. Khanchla, une visite offerte par Samira Hadjamar à l'instant dans le cadre de Bonjour d'Algérie. Bonjour d'Algérie qui reçoit aujourd'hui un invité qui vient du Danemark. Il réside à Alger depuis à peu près 4 ans, c'est bien cela. Bienvenue à Sunesen Randorf. Merci, bienvenue. Merci de m'avoir. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va très bien. Alors le climat algérien, vous y est-il? Vous qui venez du Nord? Oui, en fait ça me plaît beaucoup. C'est une question d'habitude, je crois. Mais c'est tout à fait vrai que c'est plus chaud ici qu'au Danemark. Mais en fait, je dirais que c'est un peu l'été toujours pour moi. Oui. Très bien, oui. Donc pas trop dépaysé, on dira. Non, pas du tout. Pas trop dépaysé. C'est vrai qu'on a des régions où il neige quand même, pas loin d'Alger. Ah ouais? C'est vrai? Bah oui. Je savais pas. Ah bon? Oui. D'accord, il y a tout le Djurdjura, donc vous pouvez profiter des neiges l'hiver prochain peut-être. L'hiver prochain. Peut-être l'hiver prochain, oui. Inch'Allah. Oui, très bien. En tout cas, vous avez préféré aller vers l'extrême sud. Vous m'aviez dit que vous aviez visité Tamanrasset, entre autres. Oui, c'est vrai.
Oui, alors j'ai visité Tamanrasset, aussi Tarit, en fait, au milieu de l'Algérie. Alors ça m'a impressionné beaucoup, votre pays énormément vaste C'est et très riche. paisible. Oui, et alors en fait, on n'a pas ce type de nature au Danemark. Je dirais que c'est quelque chose où on voit vraiment que la nature, c'est plus grand que nous. Oui. Voilà. Oui. Sunrantorf, vous êtes pianiste, Oui. Vous êtes compositeur également. Oui. Donc, Oui. est-ce que cette nature que vous avez découverte en Algérie vous a inspiré quelques morceaux? Alors, qu'est-ce que j'ai découvert ici? Alors, ce que j'ai découvert ici, c'est en fait aussi une richesse énorme de votre culture que je ne savais pas auparavant. Mais oui, alors je pense que votre culture est énormément diverse et aussi inclusive. Oui. Et c'est aussi très nécessaire, je pense, pour d'avoir cette inclusivité pour toujours être créateur, d'être novateur. Et j'ai bien reçu cette impression. Alors, à Tarit, en fait, pendant le festival de One Piece, un grand festival en collaboration entre les États-Unis et les musiciens locaux. Mais aussi récemment, j'ai assisté à un concert ici en Alger. Oui. C'était Tico Bawin, en fait. Tico Bawin, oui. Oui, exactement. Et c'était aussi très impressionnant. Et aussi de voir comment l'audience... Le rythme targui est très beau. Oui, effectivement. exactement. La guitare touareg Oui, différente. c'est le touareg. C'est aussi la musique moderne. Et c'est aussi, pour moi, des inspirations en provenance de toute l'Afrique, pour autant que je sache. Tout à fait. Et c'est pour moi exactement ce qui est intéressant. C'est en fait cette inspiration, cette mélange culturel qui est énormément inspirant pour moi. Et aussi, et si je peux le dire, c'est de voir la même chose dans l'audience, parce que pendant ce concert dont je parlais, c'est aussi de voir comment les gens que je n'ai jamais vus, alors toute partie de la société algérienne est venue se réjouir de cet événement, partager ce moment. Et c'est ça qui, pour moi, est la fabrique un peu de la culture, de la société aussi. Voilà. Oui. Et j'imagine que le public a vécu ce moment avec beaucoup d'euphorie, beaucoup Exactement. de passion. Alors, je peux même pas dire, je peux même pas l'expliquer. C'est très beau parce que ces rythmes nous entraînent complètement, effectivement. Oui. C'est une Algérienne qui le dit. En tout cas, des rythmes algériens, vous en avez découvert grâce à un autre artiste, Mohamed Rouane, entre autres, avec qui vous avez partagé une scène très intimiste. C'était dans un cadre très particulier. C'est dans le cadre de la fête nationale. En fait, la fête de la Constitution de Anouas. Oui. Et alors, pendant laquelle nous avons joué un petit concert. C'était aussi en compagnie avec M. Saïd du Conservatoire d'Alger. Oui. Lui, c'était à la percussion, donc un trio. Vous avez formé un petit trio. On avait spontanément formé un petit trio. Et c'est aussi pour cela que je parle de l'inclusivité, parce qu'on ne se connaissait pas avant. C'était vraiment alors c'était vraiment aussi l'initiative de M. Rouen et aussi cette idée de vouloir partager le moment et partager son propre culture, ses propres références qui est bien abouti. Oui. Mohamed Rouane, on connaît, en revanche, on aimerait découvrir un peu plus, davantage d'ailleurs, votre univers. On va d'abord écouter un petit morceau et revenir. Oui.
Voilà, envie de Merci. dire que votre univers est jazzy à la base. Voilà, Oui, on peut bien dire ça. vous évoluez dans ce registre en particulier. Donc, vous êtes un compositeur de jazz, Oui. mais bien sûr dans un esprit très conceptuel, avec beaucoup de fusion. On l'a senti. Oui, on ne peut pas éviter de dire que c'est dans le domaine de jazz. Pourtant, je crois que nous avons eu l'envie de, comment dire ça, de sortir un peu du genre pour faire quelque chose qui se trouve au-delà du jazz, même s'il y a des très fortes références. Alors, nous sommes tous des musiciens de jazz. Mais oui, alors voilà. Et oui, j'aimerais parler de ce Voilà, morceau. donc là, c'est une composition signée Rantorf, c'est bien cela, c'est votre composition. Oui, ça c'est mon composition. Oui, ma composition. Et dans le cadre d'un projet, donc un projet global, celui de du groupe dans lequel vous évoluez, vous avez créé un groupe il y a quelques années, n'est-ce pas? Oui, ça fait 6 ans que nous avons créé un groupe. Et alors c'est un peu le produit parce que nous avons récemment sorti l'album avec ce morceau-là, mais c'est en fait le produit de ce qu'on a pu recueillir depuis 6 ans. Oui. Et voilà ce qu'on présente avec ce album. Ça c'est un peu le sentiment. Et c'est ça le titre en français. Au danois c'est Flimmer. Et alors, oui, l'idée de toucher quelque chose pour la première fois, c'est l'idée avec ce morceau-là. Mais je dirais qu'il y a on a cette impression de genèse et de naissance, effectivement, dans ce morceau. Bien sûr. Et en fait, c'est aussi la naissance de l'album parce que c'est le premier morceau, donc c'est absolument nécessaire pour nous, comme nous avons fait quelque chose plutôt conceptuel, de faire une introduction à naître l'album. Oui, donc le groupe, c'est le groupe Alavari. Oui. Alavari qui veut dire en français, donc ça c'est en danois ou en allemand? Oui, il y a plusieurs sens, mais je me suis donné le sens parce que j'ai entendu parler de quelqu'un, alors de mon ami qui parle aussi l'arabe. En fait, ça veut dire le flux. D'accord. Aussi, on peut dire le flux de vie, le flux de l'eau qui coule, mais aussi le flux de l'énergie. Et j'aime bien ce sens-là parce que c'est exactement ce que nous essayons d'aborder. C'est un peu l'esprit de votre groupe Alavari, donc qui a sorti son album cette année avec un concert de présentation à la carte. C'était au Danemark. C'était au Danemark, oui. C'était dans la capitale de Danemark, c'est au Copenhague. Alors c'était tout mon concert là, oui, c'était super agréable, il y avait plein maison si on peut dire ça, oui. D'accord, donc c'était vraiment à la capitale du Danemark que vous avez donné ce concert et là en exclusivité, donc le public de Bonjour d'Algérie va encore découvrir un deuxième morceau de cet album. Voilà, donc c'est une orchestration qui comprend un nombre de musiciens qu'on va peut-être énumérer rapidement pour la Alors c'est 6 personnes en total, c'est-à-dire 3 personnes qui jouent, alors 2 saxophonistes, un trompetiste et le groupe de rythme, alors donc je fais partie, ainsi qu'un bassiste et un batteur. Très bien. Donc c'est un petit orchestre, on peut bien dire ça, oui. Et ça en fait je dois dire que c'est un morceau de mon très cher ami Simon qui l'a composé. Donc oui, j'espère aussi que ça donne un peu l'idée sur la conceptualité, que c'est aussi quelque chose qui vient un peu d'or du jazz. Oui.
C'est vrai que disons que l'ossature est jazzy et puis après ce sont toutes vos idées, toutes vos influences qui apparaissent dans cette expérience musicale. Voilà. Donc ça s'appelle Alavari, donc c'est le groupe en fait qu'on vient de découvrir, d'écouter à l'instant dans cet album qui vient de sortir, fraîchement sorti. Donc félicitations pour vous. On espère le découvrir peut-être sur une scène algérienne. C'est un peu votre souhait? Merci, c'est beaucoup l'espoir que je porte. Oui. Et j'espère aussi parce que je sais que vous avez déjà, alors vous avez un esprit ouvert ici, comme alors sinon vous n'auriez pas pu faire la musique que vous faites maintenant aujourd'hui. Donc j'espère bien sûr aussi que il y aura des gens qui veut bien l'entendre. Oui. Merci infiniment. C'était la Sunessen Rantorf, pianiste et aussi leader d'un groupe danois, donc qui vit en Algérie et avec qui on a passé un petit moment sympathique. Merci on a parlé beaucoup. de musique. On finira sur ces notes musicales du groupe Alavari. Mais avant, je vous souhaite une excellente fin de journée, mesdames, messieurs, et à demain, même heure, sur cette même chaîne.